Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission dont on s'en parle. Elle a été plusieurs années députée du NPD dans le comté d'Abitibi-Témiscamingue au fédéral et c'est avec grand plaisir que je la reçois maintenant comme analyste politique. Elle se joint à mes autres analystes politiques. C'est toujours avec grand plaisir que nous la recevons. C'est Mme Christine Moore. Christine, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, puis c'est plaisant aussi. Vous avez siégé 8 ans. 8 ans. 8 ans. Alors, vous êtes une bonne routière du fédéral à ce moment-là, mais vous aussi, c'est certain que vous suivez de très près la politique en général, et quand on parle en général, c'est autant le provincial que le fédéral. Mais êtes-vous resté plus attaché au fédéral? Oui et non, c'est plus que je comprends un peu plus les dynamiques internes du fédéral, ce qui se passe en coulisses. Je connais un peu plus les gens, leur caractère. Deux termes, oui, exactement. Ben c'est ça, fait que je comprends un petit peu plus la dynamique interne du Parlement fédéral que du Parlement de l'Assemblée nationale. C'est sûr aussi, ben je connais davantage de députés fédéraux que de députés provinciaux, fait que par exemple, quand il y a des courses au leadership qui se décident, je connais un peu plus les caractères, les stratégies, les gens, donc c'est un petit peu plus facile pour moi d'analyser ce qui se passe au fédéral. Selon vous, vous avez été 2 termes au fédéral, vous n'avez pas siégé jamais au provincial à l'Assemblée nationale, mais c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire que ça vient du pareil au même, mais le fédéral est plus gros? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Les jeux de coulisses se font autant au provincial qu'au fédéral, mais en plus gros, parce que c'est d'un océan à l'autre, en fin de compte, puis l'autre, c'est dans une province. Je dirais que peut-être pour une province comme l'Ontario, oui, mais il y a beaucoup de différences au niveau québécois parce que, dans les autres provinces, on est vraiment sur un spectre droite-gauche. Donc, les conservateurs à droite, les partis comme le NPD à gauche. La plupart des partis des autres provinces ont un NPD provincial, donc qui couvre la gauche. Tandis qu'au Québec, ben, la souveraineté vient un petit peu mêler les cartes parce que, tu sais, on a des partis qui sont souverainistes à gauche, des partis souverainistes plus modérés. Au centre, un peu, on a des partis un peu plus à droite, un peu plus au centre, mais certains sont fédéralistes. Fait qu'il y a une petite difficulté parce que pour l'électorat où est-ce que la souveraineté est quelque chose de très important, ben quelquefois, par exemple, un souverainiste de droite, c'est un peu difficile de savoir où est-ce qu'il va aller se loger. Est-ce qu'il va choisir de voter pour un parti qui est un peu plus à gauche, mais qui est souverainiste, ou il va choisir de voter pour un parti de droite, mais fédéraliste. La même chose pour un fédéraliste de gauche, de savoir où est-ce qu'il va s'en aller. Est-ce qu'il va voter pour un parti souverainiste, mais qui est à gauche, ou il va voter pour un parti fédéraliste qui est au centre. Fait que et l'explication est très bien faite, Mme Moore, vraiment bien faite, mais quand les personnes qui viennent d'écouter vos explications, et j'en reviens toujours à la même chose, j'en parle assez souvent, mais la gauche, la droite, le centre, les gens sont un peu mêlés avec ça. Pour vous, c'est quoi, mettons que les gens vous demanderaient, c'est quoi la gauche? Dans le fond, lorsqu'on parle du spectre droite-gauche, bon, il y a 2 concepts, si on peut dire. Donc, on parle souvent de droite économique, de gauche économique. Donc, ça, c'est la façon dont le gouvernement gère, si on peut dire. Donc, quand on parle d'une droite économique, c'est qu'il y a peu d'implication du gouvernement. Donc, le gouvernement va plus laisser le libre marché organiser les choses. On laisse couler, on laisse fonctionner. Débrouillez-vous un peu par vous-même. Ça, c'est la droite. Oui. Quand on parle de gauche économique, ben là, on va beaucoup aller subventionner on resserre les rangs? Non, mais c'est qu'on va, par exemple, il va y avoir beaucoup de programmes sociaux, de programmes de garderie, de programmes comme ça qui vont être bâtis. L'État est très impliqué, si on peut dire, dans l'économie. Elle l'oriente avec les subventions.
Exactement. OK. Au niveau de la droite, l'État est moins présent. Il dit les besoins des gens vont orienter. Fait qu'ils se disent, OK. par exemple, on n'a pas besoin de mettre de programme de garderie en place parce que les gens vont en avoir de besoin. Il y a des gens qui vont voir l'opportunité, qui vont mettre ça en place, puis on n'a pas besoin de subventionner. Ça devrait arriver OK. par soi-même si les besoins sont là. Après ça, ben, il y a l'autre spectre où est-ce qu'on parle souvent de droite sociale versus, bon, la gauche. Et là, ben, c'est toutes les questions de religieux. Donc, par exemple, souvent, c'est lié à des enjeux un peu plus religieux, comme par exemple, les gens qui sont contre le mariage homosexuel, qui sont contre l'avortement, vont être souvent classés dans les conservateurs sociaux, versus la gauche qui, elle, considère bon, que les gens devraient avoir les mêmes droits. Fait que c'est deux spectres, si on peut dire, différents. C'est pour ça que souvent, on va entendre des conservateurs, en particulier au Canada, qui est beaucoup plus ouvert, dire, ben moi, je suis un conservateur économique, mais sur les enjeux sociaux, j'ai pas de problème avec le mariage homosexuel, avec l'avortement. Pour moi, c'est correct. Pro-vie, etc. C'est pas un enjeu pour moi. Et c'est important à comprendre parce qu'avec la course actuelle au leadership des conservateurs, ben on veut aller chercher quelqu'un. Plusieurs disent on veut quelqu'un qui est conservateur, peut-être plus au niveau économique, mais qu'au niveau social, il est beaucoup plus modéré. On veut pas quelqu'un comme Andrew Scheer, qui était conservateur au niveau de l'économie, mais aussi au niveau social. Voilà, puis ce qui a nuit à sa campagne électorale énormément, puis qu'il a ouvert son jeu, il restait juste quelques jours à la campagne, où selon moi, il aurait dû l'ouvrir en partant, dire « Moi, je suis pro-vie, je suis ça, ça, ça ». On vide la question et après ça, on n'en parle plus. On en aurait parlé pendant 2-3 jours et ça aurait été fini. Parce que là, c'est un boulet qui l'a traîné pendant toute la campagne électorale. Bien, effectivement, dans le fond, ce qui s'est passé à la dernière campagne électorale fédérale, c'est pas une victoire de Justin Trudeau, c'est une défaite d'Andrew Scheer. C'est parce que Andrew Scheer s'est écroulé, qu'il n'était pas prêt à répondre aux questions difficiles, il n'était pas prêt et il a complètement manquer sa campagne électorale. Exactement. Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé. Puis, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je dirais quelques semaines, à peine un mois, mais je dirais quelques semaines avant le scrutin, le Parti conservateur était parti pour battre les libéraux. Était parti pour être au pouvoir. Et tout ça virait à l'envers. Au débat, est-ce qu'on peut dire au débat des chefs, au débat à TVA? Non, je crois que c'est à partir du moment qu'il y a eu... Au niveau du débat des chefs, il n'y a pas fait il n'a pas fait de gaffe majeure. C'est vraiment son incapacité à répondre aux questions en lien avec l'avortement qui a tout scrappé, un peu comme Thomas Mulcair a été incapable de faire une réponse appropriée lorsqu'il y a eu la question du niqab, et c'est ça qui l'a coulé. C'est qu'en début de campagne, il y a eu une question difficile, un enjeu difficile que les gens n'ont pas été capables de, si on peut dire, fournir une réponse qui fermait le débat, qui fermait la discussion là-dessus, et ça les a suivis tout le long de la campagne. C'est ça, exactement. Et ce qui est particulièrement triste, en tout cas pour les conservateurs, c'est que depuis 1 an et demi, on voyait que leur stratégie de campagne était d'aller chercher les sièges au Québec. Ils voyaient que les libéraux au Québec n'étaient pas populaires, que les députés libéraux du Québec avaient l'impression de ne rien faire. Pas avaient l'impression, mais les gens ont l'impression que les députés libéraux du Québec ne faisaient rien, qui étaient muets. Donc, ils voyaient l'opportunité. Ils sont allés se recruter une équipe de candidats qui était connus dans chacun des comtés qui pensaient possible de gagner. Ils sont allés chercher un excellent candidat. On voyait, c'était évident que leur stratégie électorale passait par des gains substantiels au Québec. Il était aussi au courant, un peu plus de la volatilité de l'électorat québécois, de la capacité de l'électorat. Puis on savait que dans l'Ouest, les conservateurs étaient forts, c'est sûr et certain. Et de ne pas avoir misé, si on peut dire, sur l'Ontario,
bon, oui, il essayait de faire des gains en Ontario, mais à cause de Doug Ford, il savait que c'était une variable qui était difficile à mesurer. Oui. Donc, on se fiait sur le Québec. Oui, et c'était vraiment la meilleure stratégie pour eux. La stratégie électorale des conservateurs était vraiment, si on peut dire, la meilleure dans les circonstances. C'était logique, ça s'expliquait, et c'est probablement la même chose que je leur aurais conseillé. Malheureusement pour eux, Andrew Scheer s'est complètement planté, et c'est lui qui a fait tomber la campagne au Québec. Donc, c'est ce qui s'est passé, parce que sinon, c'est un gouvernement conservateur minoritaire qu'on aurait ça aurait été juste eu. l'inverse. Je ne crois pas qu'il y avait ce qu'il faut pour aller chercher une majorité. Non, mais il aurait été minoritaire. Ce que l'on a vu des libéraux rester au pouvoir minoritaire fort, c'est ce qui s'en venait, c'était, selon les sondages, à quelques semaines de l'électorat, c'était un parti conservateur, probablement pas minoritaire, mais fort également. C'était juste l'inverse de ce qui s'est passé au mois d'octobre passé. Oui, puis il ne faut pas perdre de vue là, qu'au niveau du vote populaire, si on avait été dans un système de proportionnel, on serait avec un gouvernement conservateur présentement. Parce que c'est les conservateurs qui ont eu le plus de votes en pourcentage de la population, mais au niveau du nombre de sièges, c'est les libéraux qui sont parce que les conservateurs ont quand même été chercher des sièges dans l'Ouest, en Saskatchewan, au Manitoba. Ils ont été chercher avec des majorités de 25-30 000. C'est pour ça que à ce moment-là, ils ont obtenu plus de votes, quelques pourcents de plus de votes, mais c'est avec des comtés acquis d'avance, mais avec des majorités astronomiques. Oui, et il y a aussi qui ont perdu quand même peu de comtés. Tu sais, quand tu perds des comtés avec 2, 3, 4 % du vote, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, mais il n'y a aucun comté que les conservateurs ont perdu avec des résultats faméliques. Donc, tu sais, au niveau du vote populaire, c'est pour ça que ils sont plus hauts que les libéraux. Voilà, exactement. Lors de notre dernière entrevue, c'était avant le scrutin du 21 octobre dernier. Alors, ma première question était, mais là, on a chevauché beaucoup, mais c'est correct. Ma première question était, avez-vous été surprise du résultat que ce soit Justin Trudeau, un gouvernement minoritaire fort, libéral? Gouvernement libéral minoritaire fort, non, parce que moi, je considère que c'est pas un gouvernement fort parce que ils sont pas à 2-3 sièges d'une majorité, là. C'est pas juste 2-3 députés, là. Il faut qu'ils convainquent un parti au complet de les appuyer à chaque projet de loi. Fait que je considère pas que c'est un gouvernement minoritaire fort. Présentement, à cause des courses au leadership, ils vont réussir à s'en sortir d'affaires tant que les... intéressé d'aller encore en élection, là, personne. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'ils vont, à cause de la course au leadership du Parti conservateur, ils vont se tirer d'affaire à chaque fois à cause que s'ils réussissent pas à obtenir un support des autres partis, probablement que les conservateurs vont juste s'abstenir de voter pour pas faire tomber le gouvernement, ou ils vont avoir suffisamment de députés qui vont être malades d'un coup pour empêcher que le vote fasse tomber le gouvernement. Avez-vous été témoin de ça, vous, lorsque vous siégez? Parce que il y en a eu des gouvernements minoritaires pendant que vous étiez là. Non. Moi, j'ai... Il n'y en a pas eu? Non, c'est le gouvernement majoritaire de Harper, puis par la suite, le gouvernement majoritaire de Justin Trudeau. OK, d'abord, c'était... Donc, tous les gouvernements minoritaires qu'il y a eu... Ont été avant. Ont été sous Marc Lemay. Parce que Marc Lemay a été élu en 2004, donc c'était le gouvernement minoritaire de Paul Martin. Et après ça, les 2 gouvernements minoritaires de Harper. Donc, dans le fond, Marc a siégé moins longtemps que moi, mais a été élu 3 fois. Moi, j'ai été élu 2 fois. 2 fois en 8 ans, puis Marc a été élu 3 fois. De 2004 à 2011. Donc, il a siégé moins d'années que moi, mais moins de temps que moi, mais il a fait il a été élu 3 fois comme député. Moi, j'ai été élu 2 fois, mais j'ai siégé 8 ans et demi. Donc, c'est ça. Oui. Donc, c'est ça.
pour les résultats, moi, j'étais sûre qu'on s'en allait vers un gouvernement minoritaire. Oui. Je le voyais, c'était sûr. Puis ça a été un des éléments aussi de ma décision de ne pas me représenter parce que un gouvernement minoritaire, c'est très difficile pour un député parce que tu peux avoir à retourner à Ottawa du jour au lendemain. Ah ben oui, c'est sûr. C'est à peu près impossible que ton parti t'autorise à t'absenter parce qu'à chaque fois, un absent, ça peut influencer un résultat de vote. Quelquefois, tu retournes chez toi puis on t'appelle en panique en disant « il faut absolument que tu retournes au Parlement. » Parce qu'on a un vote de confiance demain puis il faut absolument pas que demain. tu sois... Là, il y a un vote qui s'est déclenché, il y a quelqu'un qui a déposé une motion puis il faut absolument que tu reviennes. Donc, avec des jeunes enfants, tu viens d'arriver à la maison, tu viens de coucher ton petit, tu pognes ton téléphone, il faut que tu t'en viennes voter dans 20 minutes. Tu peux pas laisser ton bébé. Donc, c'est très difficile, la gestion d'un gouvernement minoritaire dans un horaire de vie de député. Donc, ça, je savais que ça risquait d'arriver très fortement. Tout le monde disait qu'on s'en allait vers un gouvernement minoritaire. Au début, je m'attendais aux conservateurs à cause de leur stratégie qui était en place. Puis après ça, c'était le Parti libéral qui est rentré minoritaire. À cause vous n'avez aucun regret? Non, d'avoir dit de ne pas vous avoir présenté. Une fois que moi, c'est décidé, j'accepte ma décision, puis c'est correct. Puis j'ai du plaisir maintenant. Là, à chaque semaine, je perdais 20 heures en déplacement, si c'est pas plus. Maintenant, je trouve que j'ai du temps. Je patine 4 fois par semaine. Okay. J'ai du temps pour faire des activités avec mes enfants. C'est une autre vie, complètement. Oui, c'est ça. J'ai le temps de m'impliquer dans la communauté plus. Donc, et malgré que vous avez aimé cette vie-là pendant 8 ans de temps. Oui. J'ai adoré le travail de député comme tel. C'est les inconvénients qui viennent avec, en particulier quand tu représentes une région rurale qui est éloignée de la ville que tu représentes, que ça devient difficile, puis que quelquefois, tu as besoin de passer à autre chose si tu veux garder ta santé mentale, puis si tu veux aussi être capable de continuer à faire ce job-là à 100%. Parce qu'à un moment donné, moi, c'est ma façon de penser. C'est pas, pour moi, je peux pas continuer à faire ce travail-là, puis en le faisant à moitié, puis c'est ça. Vous donnez 100% ou bien non du tout. C'est pas compliqué. Surprise de la remontée du Bloc qui a fait élire 33 députés quand M. Blanchet est arrivé à la tête du Bloc. On ne savait pas trop qu'est-ce qui était pour se passer, mais partir de 10, monter à 33... Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre de la dernière élection, c'est un vote par dépit. Donc, dans le fond, malheureusement, on peut retomber à la même situation, voire pire pour le Bloc. C'est que c'est un vote temporaire. Monsieur Singh et l'électorat québécois, ça cliquait pas. Non. Andrew Scheer était, à cause justement de ses positions sur l'avortement, a complètement manqué sa campagne au Québec. Les gens veulent plus rien savoir de M. Trudeau à cause de sa folie dépensière, puis qu'il trouve, si on peut dire, tête en l'air, etc. Grandeur du monde, c'est ça. Où on l'a pris pour un Fait que les gens étaient comme Elisabeth May, à cause de sa difficulté au français, soulevait pas les foules. Donc, M. Blanchet était comme le choix par dépit. M. Blanchet représentait le choix par dépit. Fait que les gens ont fait, bon, ben... Est-ce que c'est un peu ce qui s'est passé, selon vous, avec la CAQ? On ne voulait plus de gouvernement libéral à Québec. Pour plusieurs personnes, le Parti québécois, c'était comme, j'aime pas dire passer date, mais seulement que les gens ont passé à autre chose. Alors, il restait une option, c'était la CAQ. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je crois pas que dans ce cas-là, c'était un vote par dépit. Je crois que c'est parce que, au niveau fédéral, je crois que c'est un vote par dépit en disant toutes les autres n'ont pas d'allure, on va aller vers le Bloc, mais on peut revirer de bord assez rapidement. Je crois que les gens au niveau provincial avaient le goût d'essayer autre chose. La CAQ paraissait crédible. François Legault a quand même beaucoup d'expérience politique. Si les gens... donc, je pense que les gens avaient le goût d'essayer juste une autre façon de gouverner. Et jusqu'à maintenant, la CAQ a quand même des bons résultats comme gouvernement. Donc, on s'attend à ce qu'il soit réélu avec un autre gouvernement majoritaire à la prochaine provinciale. C'est donc dire que, selon vous,
La CAQ, ça fait 1 an en octobre passé, ça fait 1 an, oui, de pouvoir. La CAQ, d'après vous, livre la marchandise. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Parce que Oui. le taux est quand même à 70 Oui, les gens sont de très satisfaction. Et c'est rare que l'on voit ça. Oui, mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent pas comme c'est prévu, c'est sûr qu'il y a des gaffes, mais il y a rien, il y a pas d'entêtement dans l'erreur Et voilà. comparé à d'autres parties. On Par retourne exemple, à la table à dessein si on s'est trompé. On l'a vu avec l'immigration, on l'a vu oui, avec c'est ça. beaucoup de choses. Par exemple, On retourne à la table à dessin et on dit, OK, ça marche pas, c'est vrai, vous avez raison, on va refaire nos classes. Ça, c'est l'humilité. C'est dire, ben là, oui, on s'est trompé, mais on s'entête pas dans notre tromperie. On retourne, oui. Puis on va refaire nos classes. Ça, c'est quand même bon ça pour un gouvernement. Ça permet justement d'éviter à la CAQ que des erreurs lui collent trop au dos. Parce que, tu sais, au niveau de l'immigration, c'était une gaffe, c'était pas prêt, c'était évident. Mais de dire, on retourne à la table à dessin rapidement, de dire, on s'est trompé, c'est correct, c'est beau, on passe à autre chose. On corrige, on commence. Ça fait que l'image, tu sais, de gaffe, d'entêtement, comparativement, par exemple, au Parti libéral, où est-ce que, tu sais, qui sont restés confinés à certaines mauvaises décisions. Oui. C'est ça. Donc, tu sais, il y a une flexibilité à ajuster qui permet à la CAQ de très bien s'en sortir. Tu sais, bon, les maternelles 4 ans, bon, c'est pas tout le monde qui est d'accord. On prévoyait, bon, aller beaucoup plus vite. On a accepté de ralentir. Donc, tu sais, à chaque fois, tu sais, les arguments, si on peut dire, des partis d'opposition, tu sais, fonctionnent à moitié parce que, justement, il n'y a pas cet entêtement-là, il n'y a pas l'inflexibilité. Oui, puis, donc, on est capable de travailler avec ce gouvernement-là. Puis, on le voit aussi lorsqu'il arrive, entre parenthèses, une espèce de malheur dans un CHSLD. Mme Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants, est sur place, va voir qu'est-ce qui s'est passé et tout de suite corrige la situation. Chose qu'on ne voyait pas beaucoup, ou en tout cas, on ne voyait pas ça avant. Fait que c'est donc dire, c'est le sérieux que l'on met dans ça. Oui, effectivement, il y a un sérieux. C'est sûr qu'il y a des gaffes quand même qui se passent. Il y a des décisions qui peuvent être contestables. Oui. Il y a des ministres qui ne répondent peut-être pas assez vite. Mais si on compare la façon de gouverner de la CAQ versus le Parti libéral, parce que, bon, on s'entend que le cours intermédiaire qu'on a eu au niveau du PQ dans les dernières années était minoritaire. Donc, on peut pas... ce que les gens ont connu, dans le fond, quelqu'un qui a eu 18 ans... après 2003, a connu que des gouvernements libéraux avant le gouvernement de la CAQ, ou à peu près. Oui. Donc, si on compare les deux, c'est très différent comme façon de gouverner. Et les libéraux, s'ils disaient on coupe là, ben on coupe 300 millions là, puis il n'y a pas rien à dire, il n'y a pas rien à négocier, il n'y a rien à faire. C'est ça. Tandis que la CAQ a la capacité de laisser des portes ouvertes qui ne ferment pas la discussion et les gens ont moins l'impression de se faire rire. Un peu ce qui se passait avec le gouvernement libéral, on l'a vu aussi dans le domaine de la santé avec M. Barrette. Il y a eu des choses drastiques qui sont faites, puis non, on ne discute pas, c'est ça et c'est ça, point. Exactement. Mais c'est pas ce qui se passe avec la CAQ. On ne veut pas prendre pour la CAQ, c'est pas pour ça que j'ai dit ça, sauf qu'il faut se rendre à l'évidence que la CAQ est un gouvernement au pouvoir, un parti au pouvoir qui est capable de corriger ses erreurs, si erreur il y a. Oui, c'est sûr qu'il y a certaines erreurs qui n'ont pas été corrigées, mais on ne parle pas d'erreurs majeures comparées à d'autres domaines. Par exemple, bon, c'est sûr qu'en santé, mettons, Mme McCann est beaucoup moins flamboyante que Dr. que M. Barrette. Bon, tu sais, en santé, souvent, c'est très difficile. Les gens sont touchés. Donc, d'avoir quelqu'un qui est un peu plus posé, même si, bon, elle n'est pas nécessairement très passionnante à écouter, elle pourrait être plus dynamique. Oui, mais elle, on voit qu'elle est là pour essayer de faire du bien à tout le monde. Elle essaie, c'est difficile quelquefois, peut-être à court de solutions, mais c'est très difficile actuellement ce qui se passe en santé. Oui, exactement. Donc, tu sais... Et l'aide médicale à mourir, là, qui vient encore là, ce matin là, de changer
On a amoindri encore. On n'a plus besoin d'être à l'article de la mort. En tout cas, mais je ne peux pas parler parce que j'ai pas étudié encore tout ce qui mais vient ça, de c'est en sortir. réaction d'une décision de la Cour suprême. Il faut Oui, comprendre ça, que oui. ces changements de loi-là, c'est des changements de loi qui sont en réaction à des jugements, donc qui sont imposés, si on peut dire pratiquement, par la Cour. Et ces projets de loi-là sont souvent écrits par les légistes d'État. Donc, dans le fond, on va prendre le jugement, on prend la loi, puis on regarde comment on peut coller le jugement en fonction de la loi, où est-ce que les ajustements sont à faire. Et souvent aussi, surtout pour des enjeux sensibles comme ça, on se contente de faire les changements qui sont requis par le jugement. On ne va pas plus loin que ce que le jugement on s'en tient demande. au jugement. Oui. Okay. Donc, le jugement demandait d'élargir aux gens qui n'étaient pas en fin de vie pour les différentes raisons qui étaient expliquées. Ben, c'est le changement qu'on est allé faire. On n'a pas décidé, si on peut dire, d'aller comme beaucoup plus loin que le jugement. Je pense qu'il reste une autre grosse patate chaude, comme on dit, au gouvernement, c'est au ministère de l'Éducation avec le ministre Roberge. C'est ça, là, lui, là, il y a des grosses décisions, puis il y a de la misère à faire passer ces dossiers. C'est pas facile avec les maternelles 4 ans, l'abolition des commissions scolaires, etc. Je pense que ça, là, je sais pas comment ils vont s'en sortir avec ça, mais ça, vraiment, là, c'est une patate chaude. C'est une patate chaude. Oui et non. C'est sûr que les partis d'opposition déchirent leur chemise, disent que ça n'a pas d'allure, mais d'un autre côté, les gens qui sont satisfaits, c'est souvent eux qui parlent le moins fort. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui sont bien contents d'avoir une maternelle 4 ans parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir de place en garderie de toute façon pour leurs enfants. C'est un fait, oui. Surtout pour des gens en région. Souvent, bon, à cause de la grosseur, de la taille de la population, on entend beaucoup parler plus fort les gens de la ville que les gens qui sont en région. Mais Évidemment. si on prend une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, on a plusieurs de nos écoles où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. On a des disponibilités de locales. C'est pas trop compliqué pour nous, créer ces classes-là parce qu'on a l'espace physique. Les parents qui peuvent envoyer leurs enfants en maternelle 4 ans peuvent bénéficier du transport scolaire. Donc, on n'a pas à faire l'aller-retour à tous les matins pour aller reconduire l'enfant à la garderie. Les groupes sont pas nécessairement plus gros que ce qu'il y aurait à la garderie. On parle de groupes des fois de 8, 10, 12 enfants. Donc, c'est pas nécessairement ben plus gros que le groupe qu'il y aurait à la garderie s'il y avait une place. Donc, Et la CAQ est populaire, on fait élire beaucoup de députés en région. Oui, exactement, c'est vrai. Oui. Donc, les maternelles 4 ans risquent de les nuire dans des endroits où est-ce qu'ils étaient déjà moins populaires. Donc, quelquefois, les enjeux, quand on les regarde, avec ce qui se cache en dessous, c'est pas nécessairement la même chose. En terminant, il reste à peine 30 secondes. D'Argentalon, la victoire de la CAQ sur Mme Bourdon, entre autres. Et puis, c'était évident que ça allait se passer. Ah, absolument pas. Absolument même si c'est un comté libéral depuis 1960 et quelques. En ayant choisi Mme Bourdon, puis avec tout ce qui se passe, les libéraux sont au purgatoire pour plusieurs années au provincial. Qu'est-ce qu'elle a été faire là aussi, Mme Bourdon? Parce qu'elle s'était déjà présentée, mais ça n'avait pas marché. Les libéraux sont au purgatoire depuis... ils sont au purgatoire pour plusieurs années au niveau provincial, et c'est pas pour rien qu'il y a peu de candidats qui se sont intéressés à la course au leadership. Ils savent qu'ils en ont pour plusieurs années. Mme Moore, c'est très intéressant. J'ai pris 2 questions seulement sur 12. Fait qu'il va falloir que vous reveniez. Effectivement, il va falloir revenir. Merci beaucoup, Mme Moore. C'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.